Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session qu'on va animer ensemble avec Olivia et Leslie pour traiter un sujet important, un sujet stratégique pour nos organisations respectives, mais également pour les vôtres, qui est donc comment concilier un numérique durable avec la souveraineté numérique. Donc pour animer ce talk, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux personnes. Donc Olivia Guillaumard, qui est CSR Manager chez Outscale Data Systems, qui partagera avec vous les enseignements clés tirés d'une étude menée récemment avec un grand cabinet d'études, le cabinet EDC, et avec Outscale, qui partagera du coup avec vous des éléments de comparaison entre un cloud public versus data center d'entreprise. Et nous avons également l'honneur d'avoir Leslie avec nous, Leslie Mazarguil, qui est Compliance and Customer Experience Manager chez Telehouse, qui nous partagera également, qui nous apportera un éclairage terrain sur l'efficience énergétique des data centers côté Telehouse. Et donc voilà, c'est parti. Hop. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, nous faisons face à une double urgence. D'un côté, l'urgence liée à l'empreinte je dirais environnementale, qui nous oblige en quelque sorte aussi à repenser nos infrastructures numériques et pour réduire l'empreinte environnementale. Et de l'autre côté, l'urgence liée à la souveraineté numérique qui nous amène du coup aussi à garder la maîtrise de nos infrastructures, de nos données et pour en assurer la conformité réglementaire. Et c'est donc dans ce contexte que le cloud souverain, cloud public souverain apparaît comme une évidence qui permet du coup d'allier performance, durabilité et souveraineté. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer à travers des chiffres, à travers des retours d'expérience, qu'il est possible, voire nécessaire de bâtir un numérique durable, performant et souverain. Et c'est ainsi que je laisse la parole à Olivia pour vous partager les éléments de l'étude. Merci Fatia. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, le secteur du numérique, on le sait, est impactant au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il représente environ entre 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, on doit agir. Toute la chaîne de valeur du numérique doit agir. Et le cloud peut être une des solutions, peut être un des alliés pour concilier performance et durabilité. En 2025, Outscale a sponsorisé donc une étude IDC, qui est un cabinet international d'analyse et de recherche, qui offre une expertise sur les tendances et opportunités technologiques et sectorielles. Et l'objectif de cette étude, c'est une étude comparative entre le cloud public versus les data centers on-premise. Pourquoi cette étude ? Ce qui est indiqué par IDC, c'est que déjà on voit une très forte augmentation de la consommation électrique des data centers du fait de l'IA. C'est une augmentation qui va faire à peu près 23% par an entre 2024 et 2028. Donc ça, c'est énorme. Et cette augmentation énergétique, elle est due, bien sûr, à l'augmentation liée à l'IA. Comme vous le voyez sur cette slide, l'IA va représenter en 2027 146 TWh et sa consommation est en augmentation de 400% par rapport à 2023. Donc, on voit que les entreprises vont vers l'IA parce qu'il y a vraiment des bénéfices très importants en termes de productivité, d'organisation, mais il y a cet impact qui est non négligeable. Quels sont les principaux enseignements de cette étude, au-delà du fait de dire qu'on doit vraiment repenser l'infrastructure IT sous l'angle de la durabilité et que c'est un enjeu stratégique pour les entreprises de pouvoir concilier à la fois une performance environnementale, une performance des infrastructures et aussi d'avoir une maîtrise des risques qui peuvent être liés sur les sujets environnementaux et durabilité. Donc les principaux constats qu'on va pouvoir vous montrer. C'est donc plusieurs indicateurs qui ont été pris par le cabinet IDC qui sont
assez traditionnels. Donc vous avez le CUE qui est le Carbon Usage Effectiveness, le PUE qui est l'efficacité énergétique du data center, le WUE qui est vraiment la métrique liée à la consommation en eau du data center, et enfin le sujet de la circularité. Qu'est-ce que l'on peut voir ? Donc on a dit qu'effectivement les data centers déjà étaient en augmentation de 23% par an. Pourquoi ? Parce que cette IA. Donc sur la partie CUE, pardon, hop, je vais avancer. On voit que les infrastructures cloud peuvent être jusqu'à 5 fois plus performantes que les data centers d'entreprise. Le CUE, c'est vraiment l'empreinte carbone du data center sur la consommation d'énergie des équipements informatiques. Pourquoi on arrive à une telle performance ? Parce que déjà, il y a une question d'implantation des data centers et d'hébergement. Alors c'est vrai qu'en France, on a la chance, on a une énergie très largement décarbonée, avec une intensité carbone assez faible, qui est de l'ordre de 30 grammes CO2 par kilowattheure. C'est vraiment une chance par rapport à d'autres pays européens. En Allemagne, par exemple, c'est x10, cette intensité carbone. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est que les partenaires, enfin les data centers du cloud public ont des infrastructures innovantes. Ils investissent dans l'innovation et ils investissent également dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est important. Donc ça permet de baisser ce fameux carbone usage effectiveness en étant en énergie renouvelable grâce à des certificats garantis d'origine ou des PPA, qu'on appelle des Power Purchase Agreements, c'est-à-dire que des data centers vont financer de manière directe des propres sources d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est le premier chiffre clé sur le CUE. Le PUE, dont on entend souvent parler, là, on voit également que les clouds publics sont 1,9 fois plus performants, permettent de réduire ce PUE par rapport à des data centers en premise. Et je pense que Leslie va nous en dire plus tout à l'heure. Comment c'est possible ? Quels sont les leviers ? D'une part, la virtualisation, le choix d'équipements ultra performants, le fait d'avoir des urbanisations de salles intelligentes entre allées froides et allées chaudes, et bien sûr, la question du refroidissement des infrastructures, qui est un point majeur. On voit que les infrastructures de cloud public s'appuient sur du refroidissement par air, notamment avec du free cooling, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer le froid extérieur pour refroidir les salles de data center qui génèrent de la chaleur, ou alors s'appuyer sur des techniques de refroidissement par eau avec par exemple le système adiabatique, qui est un système qui projette des micro-gouttelettes d'eau pour refroidir l'air ambiant. Donc ça, c'est des systèmes de refroidissement performants. Et comme le disait Arnaud Bertrand ce matin, il y a l'arrivée du direct liquid cooling qui impacte fortement et qui va permettre de réduire cette consommation énergétique. On sait que les GPU génèrent plus de puissance, plus de chaleur, et donc il faut les refroidir plus. Et donc ça va être des systèmes de refroidissement en boucle fermée, donc c'est très intéressant pour améliorer le PUE. Et ce marché-là du direct liquid cooling, il va représenter à peu près 33 milliards d'euros d'ici 2032. Donc c'est vraiment un marché très important. Sur le dernier indicateur, je ne sais pas si on est encore dans les temps, le WUE, donc vraiment la consommation en eau, on voit que les infrastructures de cloud public sont de 1,5 à 4,9 fois plus performantes parce qu'elles fonctionnent sur des boucles fermées pour les systèmes d'eau et également qu'elles travaillent sur tout ce qui est consigne de température dans les salles pour pouvoir augmenter ces consignes. Donc voilà, donc tout ça fait en sorte qu'on a vraiment des meilleures performances au niveau du cloud public que des data centers on-premise, c'est-à-dire situés dans les entreprises. Et donc, côté Outscale, nous, on fait le choix de travailler avec des partenaires, des data centers d'excellence industrielle qui sont certifiés et engagés comme nous le sommes sur les sujets environnementaux. Et voilà, côté Telehouse, je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter sur le sujet et notamment comment vous gérez les enjeux liés à l'IA sur votre infrastructure. Je laisse la parole à Leslie. Alors, du coup, donc effectivement, les enjeux liés à l'IA, les enjeux liés au changement climatique et les enjeux qui sont de la responsabilité de toutes les entreprises aujourd'hui, et particulièrement les entreprises qui opèrent dans des data centers, sont nombreux. Et pour ça, donc, nous avons mis en place une stratégie RSE afin juste de participer à l'effort sur le numérique et sur une IA responsable. Donc,
et l'arrivée de l'IA nous a également conduit à repenser, à améliorer et à innover davantage dans la manière dont nous conduisons nos opérations. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs leviers de manière générale pour notre politique environnementale. Donc on a des leviers qui reposent sur dès le design en fait des nouveaux data centers, et nous sommes justement Telehouse actuellement dans une phase où nous construisons de nouveaux data centers. Donc on a fait le choix d'avoir une politique d'achat responsable et une politique vraiment de design responsable. Donc dès les études pour nos nouveaux DC, on va inclure des notes de calcul pour faire le PUE et pour avoir un PUE le plus optimisé possible, en prenant en compte qu'on a un DC qui est chargé à 100% par exemple. Et by design, nous avons des DC à 1.3 environ, sachant que le dernier data center que nous avons ouvert nous a permis déjà, comparé à 2023, d'avoir un PUE de 1.28 à peu près. Donc là, c'est nos estimations. On attend de voir lorsque le DC sera complètement opérationnel et qu'on aura suffisamment de données, donc à peu près 1 an, pour pouvoir vérifier que nous sommes bien dans cette trajectoire. On a également des mesures technologiques, donc ça va être vraiment l'investissement dans les équipements froids. Les équipements froids, c'est la clé pour avoir un data center performant énergétiquement et pour également favoriser le PUE, mais également le choix qu'on va faire pour le refroidissement, ça va impacter le WUE. Donc aujourd'hui, on a des groupes froids avec des boucles fermées. Donc l'eau circule en permanence, donc on ne sollicite pas de l'eau de manière quotidienne. On a également des groupes froids en free chilling, donc on utilise l'air extérieur quand il y a une certaine température pour refroidir notre infrastructure. Et ça nous permet également d'avoir des PUE optimisés. Et le WUE, on considère qu'on a des WUE proches de 0. Donc pour nous aider vraiment à mettre en place toutes ces mesures, on a des certifications qui nous permettent justement de nous améliorer. Donc nous sommes certifiés 14001, 50001, et on a également des démarches volontaires. Et ce sont vraiment ces démarches volontaires qui nous permettent d'innover et de nous poser les questions et les bonnes questions avec toutes les équipes de Telehouse par rapport à tout ce que nous mesurons et comment améliorer. Donc on adhère au CNDCP, donc c'est Climate Neutral Data Center Park, qui nous fixe des objectifs sur tous les indicateurs qu'on a cités. Également sur l'utilisation d'énergie renouvelable, mais aussi sur la récupération de chaleur, qui est devenu un nouvel enjeu pour nous en tant qu'acteurs dans les data centers, mais je pense également pour d'autres secteurs d'activité. L'idée est de pouvoir récupérer la chaleur perdue afin de la faire bénéficier à une autre, on va dire, infrastructure ou des logements. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons déjà mis en place sur un data center dans Paris un système de récupération de chaleur qui bénéficie à des logements et des établissements scolaires. Donc il me semble qu'on devait passer la vidéo pour... ah non, c'est pas tout de suite. Bon, j'ai parlé de ces aspects, de tout ce qui est PUE by design, l'importance du free chilling. Donc un autre sujet qui est important également pour mesurer l'impact environnemental d'un data center, c'est le calcul de l'empreinte carbone. Donc c'est ce que nous faisons chez Telehouse grâce à on réalise notre bilan carbone, et de ce bilan carbone, on identifie des axes d'amélioration pour réduire nos émissions, que ce soit sur le scope 1, le scope 2 ou le scope 3, sachant qu'en tant qu'acteur de data center, le scope 2 est un challenge, est un enjeu. Mais il est lié à notre PUE, mais pas uniquement. Donc ça nous pousse à repenser la manière dont on utilise l'énergie. Donc dans cette dynamique d'efficacité énergétique, on a décidé d'intégrer et de construire un module DLC, justement. Donc ça fait écho un peu à ce dont vous parliez ce matin. Donc on va construire un module DLC, et la particularité du DLC, c'est que ça permet d'avoir un PUE, ce qui est important en tout cas lorsqu'on parle d'efficacité énergétique. Nos prévisions, c'est un PUE compris entre 1.1 et 1.2 by design, sachant que la technologie évolue tellement vite qu'il n'est pas exclu que lorsque on construira ce module DLC, quelques mois après, ou
les années qui suivent, on puisse encore baisser ce PUE parce que la technologie évolue. Data center ouvert en 2023, pardon, on a réussi à améliorer l'efficacité énergétique d'un data center ouvert en 2025. On a un autre data center sur Paris qui a ouvert en 2021 et qui a déjà réussi à baisser son PUE. Et aujourd'hui, nous sommes à un PUE de 1,33 sur un PUE de 1,4, 1,45 by design, par exemple. Donc, il y a de nombreux enjeux, de nombreux challenges et les équipes Telehouse ont vraiment à cœur de travailler, la direction impulse tous ces éléments RSE. Merci Leslie, je pense que c'est très inspirant et c'est intéressant pour vous et pour nous de voir concrètement comment vous gérez les nouveaux enjeux liés à l'IA, notamment sur la partie durabilité. Par rapport à l'étude IDC, on vous a fait vraiment quelques extracts, mais vous pourrez la retrouver sur le site d'Outscale. On voulait compléter cette vision avec d'autres indicateurs qui sont mentionnés dans l'étude, qui sont au-delà des indicateurs traditionnels présentés, de dire que en fait, du fait du métier même de cloud provider, on peut effectivement optimiser la consommation énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà la mutualisation des ressources, ça c'est le premier point, c'est-à-dire mutualisation des infrastructures et mutualisation des équipements informatiques, des serveurs, donc c'est moins de consommation énergétique. Il y a l'efficacité des équipements, on travaille avec, les cloud providers travaillent avec des partenaires qui vraiment travaillent sur l'efficience des équipements, avec beaucoup plus de miniaturisation, des micro-architectures plus compactes avec des cœurs denses, des finesses de gravure. Donc on est vraiment dans une logique de low power, high compute, c'est-à-dire vraiment d'une convergence entre une pression écologique, un coût énergétique et une fin de calcul de l'IA, tout ça pour essayer de l'optimiser. Dans le métier de cloud provider, il y a également l'optimisation dynamique des ressources, donc vraiment de pouvoir ajuster la charge de travail en fonction des besoins et en temps réel. Et donc ça a été montré ici dans l'étude en faisant le focus sur la containerisation, Kubernetes notamment, en disant que ça permet vraiment une meilleure allocation des ressources en fonction de la demande et ça évite le gaspillage et ça améliore l'efficacité énergétique. Donc on voit bien les points, mutualisation, efficacité des équipements, containerisation. Donc on est dans tout ce qui est automatisation. Tout ça baisse les coûts énergétiques. Et donc en conclusion, le cloud public, bien choisi et bien géré, c'est vraiment un levier puissant et un catalyseur de durabilité. On apporte de la valeur à nos clients sur ces sujets-là en réduisant les coûts d'exploitation, en diminuant la consommation d'énergie et en leur permettant aussi de réduire les risques liés aux nouvelles réglementations environnementales qui arrivent sur ces sujets-là. Et je pense que Fatia voulait dire quelques mots en plus sur la partie containerisation et les avantages. Exactement. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons lancé en mars dernier une offre de Kubernetes as a Service qui justement vient répondre à ces enjeux de durabilité, de souveraineté, de performance en permettant bien évidemment la souveraineté des données et en même temps la réduction de l'empreinte environnementale. D'ailleurs, il y a eu un talk tout à l'heure sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y assister. Mais en tout cas, voilà, c'est une offre qui vient justement combiner l'excellence opérationnelle et les enjeux, bien évidemment, les aspects environnementaux. Voilà, et je pense que voilà, on arrive à la fin. Voilà, on vous invite à approfondir un peu les enseignements qu'on a partagés avec vous, en vous invitant à télécharger l'étude EDC qui est disponible via le QR code que vous pouvez scanner avec vos téléphones. Et puis après, il ne me reste plus qu'à remercier les intervenantes et voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup, merci.